Mario, vous êtes professeur titulaire à Polytechnique Montréal au département de mathématiques et génie industriel, si je ne m'abuse, où vous enseignez la gestion de projets technologiques. Vous êtes titulaire de la chaire industrielle de recherche Pomerleau sur l'innovation et la gouvernance des projets de construction. Vos intérêts de recherche portent notamment sur la gestion de l'innovation, les collaborations interorganisationnelles et l'épistémologie de la pratique professionnelle. C'est à vous. Merci Alexandra. Je remercie à Keops de m'avoir invité. Merci particulier à Nathalie, évidemment, avec qui je travaille depuis longtemps justement sur les questions de collaboration interorganisationnelle, comme on vient de le dire. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour aborder un volet peut-être un peu spécifique, un peu plus particulier, hein, des modalités finalement de collaboration. Mais vous allez voir qu'il y a un lien assez étroit avec ce qu'on a vu ce matin. Donc, cette présentation a été préparée avec mon collègue Gonzalo Lizarralde. Gonzalo est professeur titulaire à l'Université de Montréal, lui-même intéressé par des questions de gouvernance et de gestion de projet. Et lui le prend d'un point de vue évidemment architecte. Lui, Gonzalo est à l'école d'architecture, moi je suis dans une école d'ingénierie. Donc, on est tous les deux intéressés par des questions de gouvernance, de gestion de projet, comme je le disais, mais évidemment en portant une attention particulière du côté des concepteurs, maîtres d'ouvrage et des constructeurs. Donc, la question des modes de réalisation, c'est une question qui est en fait étonnamment encore peu étudiée. Je vous expliquerai un peu plus dans le détail, pour ceux qui sont moins familiers avec cette notion, ce que c'est exactement. Mais on peut démarrer en disant que c'est finalement un mode d'organisation, hein, des multiples acteurs qui interviennent dans des projets d'envergure. Donc, ma présentation qui va puiser en passant largement dans les publications récentes que j'ai réalisées avec d'autres collègues, dont Gonzalo, mais aussi Ricardo Leotto, Gabriel Jobidon, qui ont été, à ma connaissance, peut-être les seuls doctorants à écrire des thèses sur les modes de réalisation dans les dernières années. Donc, comme je le disais, il y a il commence à avoir un certain engouement pour la question. Or, c'est un sujet qui est assez fondamental lorsqu'on veut comprendre finalement les enjeux, mais aussi les risques et donc les bénéfices, évidemment, qui sont liés à la conduite des projets. Donc, c'est dans cet esprit-là que j'ai tenté de vous proposer ici certaines pistes de réflexion. J'apporte très peu de réponses, en fait, parce que c'est un thème qui est encore, si on veut, sur le plan de la recherche, très peu documenté, mais qui apporte des pistes de réflexion et des pistes, en fait, de recherche future. Donc, dans le peu de temps qui m'est alloué, je compte sur mes collègues pour me rappeler le temps justement que je vais consommer. Donc, quatre grandes rubriques à la présentation. Donc, un bref préambule. Vous allez voir que je fais des liens avec ce qui a été dit ce matin, notamment avec la présentation de Marie-André sur les indicateurs. Donc, où on voit que finalement, les projets d'infrastructure, hein, c'est des grands projets d'infrastructure, c'est un terrain où on peut observer de multiples tensions en fait, de valeur, hein, entre les différentes parties prenantes. Je vais aborder ensuite rapidement les modes de réalisation pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. En troisième lieu, donc parler d'intégration et de collaboration parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, en fait, lorsqu'on veut trouver des moyens de mieux intégrer une grande gamme de bénéfices ou de valeurs, finalement, et terminer avec quelques réflexions finales. Donc, on l'a dit ce matin, Marie-André en a parlé abondamment, donc on parle de bénéfices évidemment financiers, mais non financiers. Les bénéfices, les BNF, c'est ce dont nous parlons aujourd'hui principalement. Évidemment, il y en a une panoplie. Hein, si vous en avez quelques-uns, mais plusieurs ont été présentés ce matin. L'idée ici, je pense qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, les grands projets d'infrastructure, hein, c'est un espace finalement de collaboration ou de non-collaboration, mais c'est quand même un espace de travail en commun, hein, qui réunit un ensemble d'acteurs, hein, qui sont
de leur point de vue, hein, qu'ils soient donneurs d'ouvrage, qu'ils soient concepteurs, bailleurs de fonds, opérateurs de l'ouvrage dans sa vie utile, citoyens. Hein, ce sont donc des parties prenantes, des acteurs qui ont en fait, des valeurs, hein, qui mettent de l'avant des valeurs qui peuvent être différentes, voire en tension. Hein, donc, il se crée ici une espèce de complexité, évidemment, à essayer d'atteindre finalement un certain nombre de cibles. Donc, des cibles, il y en a de toutes sortes. Hein. Le constructeur, évidemment, lui, pour lui, il importe de pouvoir bien cibler la constructibilité de l'ouvrage. Donc, éviter des conflits, par exemple, de conception entre les différentes expertises. D'autres seront intéressés par la santé et la sécurité. C'est de plus en plus une valeur importante, d'ailleurs, sur les chantiers. D'autres, évidemment, vont réfléchir à la performance environnementale où finalement, ce qui compte, c'est la vie utile de l'ouvrage et non pas juste sa phase de construction. Et donc, pour comprendre comment finalement on peut diminuer les empreintes environnementales du patrimoine bâti. Donc, il y a tout un amalgame finalement de valeurs qui sont souvent, il faut le dire, en tension. S'ajoute à ça, en fait, d'autres, ce que j'appelle ici d'autres vecteurs de tension, des vecteurs de tension qui ont été mis en évidence par mon collègue Gonzalo et Ricardo, en observant justement des tentatives de rapprochement, d'intégration, de collaboration entre les différentes expertises. Il y a Thomas ce matin qui faisait justement allusion à des dispositifs de collaboration qui existent déjà. Hein. Quand Thomas nous parlait de charrettes de design, en fait, ce sont des dispositifs qu'utilisent beaucoup les concepteurs, notamment les architectes et les designers, pour, en quelque sorte, intégrer un certain nombre de points de vue, hein, un certain nombre de décisions à prendre par les concepteurs. Alors, on observe les tentatives jusqu'à présent en quelque sorte, de créer cet espace de collaboration. Et ces tentatives-là sont toujours, évidemment, sont confrontées finalement à des phénomènes comme justement les enjeux de court terme versus de long terme. Une grande partie des acteurs sont surtout notamment les constructeurs, par exemple, sont surtout focalisés sur la période projet, en quelque sorte, dans la construction, alors qu'évidemment, les opérateurs, voire les citoyens, hein, ont plus une vision du long terme de l'ouvrage. Il y a un certain conservatisme aussi hein, dans le milieu. Donc, vous avez des nouvelles pratiques, de nouvelles approches. Je reviendrai sur ces questions-là plus tard. Il y a la question, justement, ça a été soulevé ce matin, je pense, si je me rappelle bien, du dilemme entre vouloir impliquer un certain nombre de parties prenantes dans le processus de conception, de réflexion, versus le calendrier, hein, les contraintes de coût qu'on nous donne. Alors ça, ce sont de véritables enjeux, en fait, qui existent actuellement lorsque vient le temps de tenter de créer cet espace de collaboration entre différentes parties prenantes. Alors ça, c'est un point de départ, si on veut. S'ajoute à ça, et ça, je pense que ce n'est pas anodin, au contraire, il faut reconnaître que le secteur se transforme. Quand je parle de secteur ici, je réfère surtout à, si on veut, à l'écosystème hein, d'acteurs qui sont impliqués à la fois dans la conception et la construction d'infrastructures et d'ouvrages. Il y a comme deux axes, il pourrait en avoir plusieurs. Ici, je résume évidemment en deux axes composés de sous-axes en quelque sorte. Il faut réaliser que, je pense, en fait, l'observation nous indique qu'il y a une grande... il y a plusieurs initiatives, en fait, de transformation du secteur par la technologie. Donc, d'une certaine manière, on pourrait dire que c'est un premier axe de transformation du secteur qui fait en sorte que les pratiques changent.
On n'a qu'à penser à tout ce qu'on appelle le BIM aujourd'hui, donc le Building Information Modeling, qui est en quelque sorte, au départ, en fait, qui était l'idée de créer une maquette numérique en des bâtiments, mais qui devient de plus en plus une façon de penser la conception, la construction, mais aussi l'opération, en fait, des ouvrages, donc la gestion des ouvrages, le maintien des ouvrages. Donc, à partir du moment où on crée des modèles de données, ça peut justement permettre de faire une meilleure gestion, si on veut, environnementale des ouvrages. Les questions de robotique, par exemple, c'est de plus en plus mis en expérimentation, en fait, sur des chantiers, comme quoi, donc, des technologies robotiques peuvent grandement diminuer les risques liés à la santé et la sécurité sur les chantiers. Donc, il y a ce mouvement, je dirais, sur le plan technologique qui n'est pas du tout négligeable, en fait, et qui est en train de transformer les pratiques du secteur et qui peut, à mon sens, être une façon d'envisager justement cette inclusion d'une plus grande gamme, en fait, de cibles ou de valeurs rattachées à la réalisation des projets. Je n'aborderai pas tellement cette question-là dans le cadre de ma présentation. Ce qui m'intéresse beaucoup dans le cadre de cette présentation et des travaux récents, c'est justement tout ce qui touche les modes de réalisation et donc, entre autres, la question d'intégration des processus de travail, parce que c'est bien ce dont il s'agit ici. C'est-à-dire qu'on souhaite finalement intégrer, on en a parlé beaucoup depuis ce matin, d'intégrer, de faire collaborer, hein, de s'assurer qu'on prend en compte finalement une gamme élargie en cas de préoccupation par rapport au projet. Donc, quelques mots sur les modes de réalisation. Je vais essayer d'aller vite parce que je vois que le temps file. En fait, les modes de réalisation, ici, c'est peut-être des termes que vous avez déjà vus en observant des projets. Des initiatives de type conception intégrée, construction, gestion de la construction, évidemment, partenariat privé-public fait référence aussi à une modalité qui couvre d'autres éléments, évidemment, que le mode de réalisation, parce qu'il est question aussi de financement privé, mais à la base, en fait, toutes ces pratiques, toutes ces configurations qu'on peut observer sont le fruit bien souvent d'une réflexion au niveau des donneurs d'ouvrage autour du faire-faire. Hein, c'est une vieille question, en fait, hein, qu'on retrouve dans le domaine, dans les sciences économiques et les sciences de gestion. À partir du moment où on ne peut pas faire soi-même, il faut faire faire. Donc, faire faire par qui, hein, et comment. Donc, ce sont des questions qui reviennent finalement à se poser la question des risques associés au fait qu'on répartit le travail de telle ou telle manière. Donc, évidemment, il y a des théories bien connues en économie, les coûts de transaction, théorie de l'agence qui nous aident à réfléchir à ces questions. Alors, dans le cas spécifique des projets, donc, on va dire finalement le mode de réalisation, c'est une stratégie qui permet de formaliser les rôles et les responsabilités. Donc, typiquement, un projet d'infrastructure, vous avez à droite ici un certain nombre d'acteurs hein, qu'on retrouve très souvent. Donc, évidemment, le maître d'ouvrage et évidemment l'acteur ici qui est majeur parce que c'est souvent lui qui l'initie, voire finance le projet. Et c'est aussi lui qui sera jusqu'à la fin au niveau de l'exploitation de l'ouvrage. Mais évidemment, on a aussi d'autres acteurs importants comme le concepteur. Ici, le concepteur étant pris comme au sens très large. Donc, évidemment, on parle ici on va utiliser le terme professionnel dans le milieu, donc les professionnels tels que les architectes, les designers, les urbanistes, les ingénieurs. Au niveau de la mise en œuvre donc, de la construction, bon, on aura évidemment des constructeurs, donc on va désigner tantôt par les termes d'entrepreneur général, entrepreneur spécialisé. On n'a pas le temps d'aller dans le détail à ce niveau-là, mais on se rend compte que selon évidemment les modes de réalisation, donc ces gens peuvent travailler plus ou moins en silo et de manière plus ou moins en séquence. Donc, l'enjeu ici, c'est de se poser la question comment
peut-on mieux intégrer finalement les pratiques de travail pour qu'il y ait donc une plus grande collaboration et justement une prise en compte de critères qui vont bien au-delà de faire au plus vite et à meilleur coût. Alors, vous avez ici à l'écran des dénominations qu'on retrouve assez fréquemment lorsqu'on parle de mode de réalisation. Je brosse un tableau très vite ici parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup de temps pour aller dans le détail, mais vous allez souvent entendre le mode de réalisation le plus courant, c'est ce qu'on va appeler justement le mode traditionnel, en fait, qui découpe bien souvent la conception, l'appel d'offres, la construction, donc de manière assez cloisonnée et donc séquentielle, qui fait en sorte qu'on perd en quelque sorte cette possibilité de collaboration étroite qu'on pourrait avoir dans d'autres modes plus intégrés. Donc, vous avez peut-être entendu des formulations comme design-build, par exemple, ou conception-construction, ou encore celle qui est en émergence et sur laquelle je reviendrai, donc de l'IPD, donc Integrated Project Delivery, qui en quelque sorte vient justement tenter de compenser les problèmes d'intégration liés au mode traditionnel. Donc, dans cette panoplie de modes de réalisation, et ici, on en présente plusieurs, mais d'ailleurs, les partenariats privés-publics, à la base, ont une composante mode de réalisation. Au-delà de l'aspect financier, il y a une volonté justement d'intégrer un certain nombre d'activités. Et donc, ces dénominations existent depuis longtemps dans les projets internationaux, comme sans doute Lavaillon le sait. Alors, la question des modes de réalisation, il faut aussi clarifier une chose, c'est qu'elle est aussi à mettre en rapport avec d'autres aspects de la passation des marchés. Donc, on entend souvent parler des problèmes liés, par exemple, à des projets réalisés en somme forfaitaire. Donc, il faut bien se rendre compte ici, et la figure ici présente bien les différents volets des marchés, notamment des marchés publics, mais pas que. Il existe donc, avec la question des modes de réalisation, un ensemble de questions aussi qui peuvent avoir une influence sur la capacité ou non des acteurs à vouloir collaborer. Donc, outre les modes de réalisation, il y a évidemment la question de dire comment fait-on par quel mécanisme allons-nous inviter les partenaires? Donc, quels partenaires nous intéressent et comment on va les inviter? Et sur quelle base? Donc, les modes d'adjudication, c'est exactement ça, c'est-à-dire est-ce qu'on va les payer uniquement sur la base de prix? Est-ce qu'on va tenir compte d'un grand nombre de critères? Et à l'extrême droite, vous avez les modes d'établissement des prix. Donc, comment allons-nous rémunérer les prestataires? Donc, ça, ici, vous avez là des éléments qui ont un impact direct sur la capacité ou non des acteurs à collaborer. Donc, en gros, si on veut, on observe qu'il y a de nombreuses limites au mode traditionnel actuellement et des limites aussi liées au fonctionnement du secteur. Je n'entrerai pas dans les détails parce que je manque déjà de temps, mais il est clair qu'aujourd'hui, on a encore dans un secteur qui est très fragmenté. Donc, fragmenté au niveau des processus de travail, donc des experts qui travaillent beaucoup en mode séquentiel, des acteurs qui travaillent beaucoup en mode silo. Donc, c'est peu propice en quelque sorte au travail multidisciplinaire. Il y a aussi une forte aversion au risque, liée au fait, notamment, qu'on mise encore sur des approches du plus bas soumissionnaire, par exemple. Donc, ça crée très peu d'incitatifs pour les acteurs à vouloir innover et à sortir des sentiers battus. Donc, l'idée, finalement, l'hypothèse, en quelque sorte, qu'on souhaite pousser lorsqu'on parle de modes de réalisation différents des modes traditionnels, c'est que à partir du moment où on pense à des modes plus intégrés, on peut envisager donc une meilleure une collaboration plus riche au niveau des acteurs et qui vont les amener justement à proposer des innovations. Et donc, tout ça, évidemment, est fortement en relation, évidemment. L'innovation on peut aussi voir l'innovation d'un point de vue de notre capacité à trouver des modes de collaboration qui sont plus innovants. Donc, Charlotte m'a dit qu'il me reste 1 minute.
Je vais aller rapidement. L'attrait des modes dits alternatifs, c'est l'appellation qu'on utilise pour parler des modes justement qui préconisent une approche de collaboration plus riche, plus forte. Il y a des études qui commencent à poindre, notamment aux États-Unis, où le design build, donc l'intégration finalement des fonctions de design et de construction. Il y a des études qui montrent déjà que ces approches-là sont concluants en termes des indicateurs classiques. Il manque encore beaucoup d'études pour justement des indicateurs non financiers. Mais en général, on s'accorde pour dire que ces formules amènent une plus forte collaboration. Au Canada, c'est encore très timide. Hein, il commence à avoir des tentatives de proposer des modes d'intégration de type IPD, donc Integrated Project Delivery, mais c'est finalement des approches qui sont encore extrêmement rares. La SQI fait des choses aussi intéressantes au Québec. À l'intérieur de la réglementation actuelle, la SQI tente de proposer des approches d'intégration justement au niveau de la conception. Ça reste encore marginal, comme l'indiquent les statistiques justement produites par la SQI. Je termine en vous disant que finalement, bien que l'adoption des modes de réalisation qui favorisent une plus grande intégration reste faible, c'est très prometteur. Les acteurs du milieu, je pense, sont plus nombreux à proposer une réflexion pour mettre en œuvre finalement des modes de réalisation qui favorisent l'intégration et la collaboration. Les avancées technologiques dont je parlais peuvent aussi inciter à promouvoir ces modes de réalisation collaboratifs. Mais en conclusion, c'est que finalement, on réalise qu'il existe encore très peu de recherches et donc je pense que le monde académique, les chercheurs comme nous avons un rôle à jouer pour mieux documenter les projets qui, justement, peuvent nous informer des avantages de tels modes qui, encore une fois, peuvent permettre d'intégrer un plus grand nombre de cibles ou de valeurs, de bénéfices, incluant les bénéfices non financiers.